choisir qui va faire les tâches, et qui va faire quoi en fait. D'accord? Donc, déterminer les personnes qui seront sur la réalisation de cet objectif. Ensuite, il s'agit de diriger. On a dit que diriger contient un certain nombre d'actions telles que il s'agit en fait de comment orienter le personnel à réaliser, les tâches prévues. D'accord? Alors, la direction contient un certain nombre de tâches telles que motiver les gens, communiquer avec eux. Donc, communiquer, c'est-à-dire écouter, informer, expliquer, convaincre. Tout ça, c'est de la communication. Donc, un directeur se doit de communiquer avec ses collaborateurs afin de pouvoir les diriger. S'il ne communique pas et qu'il essaye d'imposer des directives sans les expliquer ou sans convaincre les autres de les faire, peut-être qu'ils vont les faire, mais ça ne sera jamais fait avec qualité, comme il se doit. D'accord? Alors, quand on dit que la direction contient, en fait, voilà, concerne aussi le leadership, c'est-à-dire comment influencer les autres, comment les mener pour qu'ils agissent volontairement dans un certain sens. Alors, un leader, c'est pas un dictateur, c'est l'inverse en fait de dictateur, c'est-à-dire un directeur, un bon directeur a un certain nombre de caractéristiques qui lui permettent d'influencer spontanément ou les autres collaborateurs. Alors, ces qualités, on va les voir en détail, surtout le leadership, quand on va parler des compétences d'un manager. Donc, un manager, il a besoin de quoi? Donc, des connaissances techniques, certes, mais beaucoup plus de choses que ça. D'accord? Alors, parmi les tâches de la direction aussi, il y a la formation. La formation, qu'elle soit formelle ou informelle, donc, permet donc à ceux qui vont réaliser les tâches allouées d'acquérir un certain nombre de compétences qui leur manquent. C'est-à-dire même, tu peux désigner quelqu'un que tu juges apte à mener un projet à bien, donc à être dans l'équipe, bien qu'il ne soit pas complètement formé dans ce domaine. C'est-à-dire, il faut juste préciser, pointer les manques, en fait, là où il manque de connaissances et de le former en conséquence. D'accord? Alors, dernière phase, c'est le contrôle. Alors, quand on dit dernière, ça ne veut pas dire qu'elle arrive en dernier lieu, mais c'est-à-dire à la fin du projet ou de l'objectif à atteindre. Le contrôle doit se faire simultanément, c'est-à-dire après chaque étape ou après chaque tâche, il faut évaluer est-ce que on est sur le bon chemin ou pas. C'est-à-dire il faut comparer aux objectifs, pas l'objectif global, mais les étapes qu'on a mis en place. D'accord? Donc après chaque étape, il faut définir en fait les écarts. Voilà, il faut comparer à chaque fois à ce qui est visé, à ce qu'on observe. D'accord? Donc contrôler ou mesurer ou comparer ou évaluer, comprendre, corriger, tout ça, ça relève de la phase de contrôle. Donc on mesure, c'est-à-dire on évalue ce qui a été fait. D'accord? On le compare à l'objectif, on l'évalue, donc qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne manque pas. Alors, on essaie de comprendre pourquoi ce n'est pas conforme, pourquoi il y a une divergence ou il y a un écart, et corriger. D'accord? Alors,
Alors, une action correctrice doit être menée à chaque étape. D'accord? Alors, il ne faut pas attendre à la fin pour dire, voilà, on n'a pas atteint l'objectif. Donc, le contrôle, alors, on va voir qu'il y a 3 types de contrôle, déjà. D'accord? Et que ce contrôle n'arrive pas à la fin, surtout. D'accord? Alors, on parle de... alors, comme on l'avait dit, contrairement aux idées reçues, le contrôle n'est pas une étape ultime, c'est-à-dire n'est pas la dernière étape, qui n'intervient qu'en bout de processus. Alors, il peut être... Alors, il est de 3 types. Alors, un contrôle avant même l'action. Avant de commencer, il faut contrôler. Contrôler quoi? On n'a pas commencé. Oui, on va contrôler, est-ce que on a tout ce qu'il faut? Est-ce que les conditions de départ sont les bonnes? Est-ce que les ressources sont là? Est-ce qu'on a les plans? Est-ce qu'on a le personnel qui est prêt à commencer? Prêt et il a tout ce qu'il faut pour commencer. Donc, on appelle ça le contrôle proactif. D'accord? Donc, avant de commencer, on contrôle. Bizarre, mais oui, c'est comme ça. Donc, je vérifie si tout va probablement dans la bonne direction. D'accord? Ensuite, pendant l'action, pendant le déroulement du travail, alors il devrait y avoir un contrôle sur le déroulement. Est-ce qu'il y a des blocages? Qu'est-ce qu'il faut faire des ajustements, etc. On appelle ça le contrôle concomitant en cours de route. D'accord? Et le dernier recours, c'est le contrôle rétroactif, c'est après l'action. Je dis bien après l'action et non pas après le projet. Donc, le projet est composé de plusieurs actions. Donc, à chaque étape, il faut faire ces 3 contrôles. D'accord? Le contrôle rétroactif s'agit d'identifier les insuffisances éventuelles suite aux écarts observés. Si jamais il y a des écarts, donc on constate qu'est-ce qu'il y a comme insuffisance éventuelle. Donc là, on peut faire soit des ajustements si on a le temps ou si c'est pour d'autres projets. Maintenant, il faut toujours tirer un bilan à la fin. Même si tout ça se passe bien, alors après chaque livraison, après chaque... donc le projet est fini, c'est bon, on est arrivé à temps. Il faut quand même faire une réunion avec tout le monde pour déterminer comment ça s'est passé, où est-ce qu'il y a eu les écarts, où est-ce qu'il y a eu le blocage, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc. C'est le contrôle rétroactif, il arrive à la fin. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça? Voilà, des questions, voilà, n'importe quelle réflexion par rapport à cette dernière étape. Bon. Alors, là, j'ai pas prévu. Alors, j'ai prévu de. Donc, cette séance était prévue pour corriger le TD, pour faire le TD. Comme ça, on avance parallèlement en cours et en TD. On ne va pas faire tout le cours, ensuite le TD, ça n'a pas de sens. Donc, là, vous avez le TD2 qui traite d'un cas d'entreprise norvégienne, je pense, qui s'appelle IKEA. D'accord? Certainement, vous avez entendu parler de IKEA. Donc, c'est une chaîne de magasins de meubles. D'accord? Et elle a des caractéristiques particulières. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, on va lire ces caractéristiques-là. Je ne vais pas vous influencer avec, à part ce qu'il y a dans le texte, et on va essayer de le faire ensemble. C'est-à-dire, la question ici, donc, le cas pratique, donc, traite de quelques éléments relatifs à cette entreprise, et ce qui est demandé, donc l'activité, donc résumer synthétiquement les points clés de la situation IKEA dans une matrice SWOT. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'une matrice SWOT? Alors, ensuite, à la lumière de cette analyse, formulez 4 choix stratégiques que pourrait faire IKEA en justifiant vos propositions par les données du texte. C'est-à-dire, une fois qu'on a dressé la matrice SWOT, on va
on va dégager des actions, d'accord, des stratégies pour l'entreprise. On va voir ces problèmes. Alors, je rappelle que la matrice SWOT, c'est quoi? C'est une sorte de tableau. Alors, je vais l'afficher une autre fois. C'est une sorte de tableau dans lequel on va faire un bilan de l'environnement interne et externe de l'entreprise. Interne, c'est-à-dire on va parler de ses atouts et de ses handicaps, donc les forces et les faiblesses, strengths, weaknesses. Et le bilan externe traite du marché. Je dis marché, mais ça pourrait être l'environnement d'une manière générale. Il n'y a pas que le marché. Alors, et on va déterminer les opportunités données par l'environnement, qui se présentent par l'environnement, et les menaces. D'accord? Donc, je ne sais pas comment on fait pour corriger. Est-ce qu'on fait en même temps? Voilà. Est-ce que vous avez le TD2 ouvert? On peut réaliser en même temps. Donc, je vais mettre un tableau et à chaque fois où... voilà. Donc, وإلا vous le faites ولا عندكم ورقة ولا حاجة تقيدوا فيها يسالي. Alors, matrice IKEA. D'accord? Donc là, on va mettre les forces. Les faiblesses. Les opportunités de l'environnement. Écrire, c'est vous qui allez me dire. Donc, on va lire en même temps, donc on va faire un tour de table, non, un tour de lit en fait, dans notre cas. Puisque vous êtes dans vos lits, on va faire un tour de lit et chacun va nous dire si cette proposition, où est-ce qu'on va la mettre en fait, en termes opportunité, menace. Ok? Alors, je reviens. Donc, IKEA est l'une des plus grandes chaînes de magasins d'ameublement au monde. Vous voyez plutôt, plus de 300 magasins se répartissent dans plus de 40 pays. Plus de 10 000 produits en magasin. Plus de 600 millions de visiteurs en magasin par an. Plus de 600 millions de visiteurs sur le site web. Ben, de quoi faire rêver, non? IKEA est une entreprise suédoise, suédoise et non pas norvégienne, reconnue, qui propose des meubles pour toute votre maison. Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités et menaces? Voici quelques éléments décrivant l'activité d'IKEA. Bien, Aman, je voudrais vous entendre un petit peu. Je commence à déprimer. Est-ce que vous avez une idée sur cette boîte? Je connais un peu فكرة عليه حتى في les publicités وكل. وي Oui, نعرفوها برشا تحفونا على الآخر حسب نشوفوا معناها كاك اليوتيوب الحكاية هيك العباد فيها برشا هيك الأثاث متاعها ياسر رونتابل معرفش هيك فيه برشا حكايات ونظيف نظيف. معرفش هيك En fait, l'avantage d'être en ligne, c'est qu'on peut voir Internet. Alors, la caractéristique, c'est que c'est des meubles très, très simples à utiliser et que ces meubles sont démontables. C'est-à-dire, tu composes, une armoire. Une armoire, donc, avec un espace limité, voilà. Alors, tu peux acheter des pièces séparées. Tu achètes des pièces armoire par exemple, parce que c'est des pièces démontées.
D'accord? Et que vous montez selon votre espace, selon votre goût. Alors, généralement, c'est des meubles basiques. Ma fille n'a aucune fantaisie. Alors, elle a été créée à un moment lorsque le mode de vie des gens a aidé, c'est pas is cookies, mais accepte. Alors, c'est pas l'image type d'IKEA. Généralement, ma fille de la fantaisie, il a pratiquement aucun style en fait. Le style, c'est que c'est pratiquement de la même couleur. Ils étaient créés lorsque le mode de vie des Occidentaux a changé, c'est-à-dire ils sont dans des tout petits appartements, d'accord, des appartements de 20 mètres carrés, voilà, de 30-40 mètres carrés, c'est tout petit. Et donc, ils trouvent une solution à tout, d'accord. Donc, des meubles qui sont ajustables selon votre espace, etc. Et tu peux les customiser, c'est-à-dire leur donner une personnalité comme tu veux, parce que généralement, c'est des meubles qui sont neutres, en fait. Alors, ils ont été créés pour ce nouveau mode de vie. D'accord? Donc, il est plutôt pratique, destiné à satisfaire un besoin de citadins qui sont, alors ça peut être des étudiants, de jeunes couples, etc. Mais c'est pas vraiment le grand luxe, voilà, l'ameublement haut de gamme. D'accord? Donc, son positionnement, c'est ça en fait. Servir ces petits. Servir les petits. Enfin, des gens qui habitent seuls, en fait, des jeunes, ça peut être des jeunes étudiants ou de jeunes couples. D'accord? Et au moindre prix. Alors, parmi les stratégies de vendre au moindre prix, c'est leur local est généralement très éloigné des villes. Il faut prendre un bus, etc. Alors, s'éloigner des villes, alors c'est un avantage pour réduire les coûts, parce que avoir une vitrine ou un emplacement dans les villes, ça coûte cher, mais en même temps, donc, on va se déplacer pour IKEA. C'est pas quelque chose qu'on va en passant. Voilà. Donc, c'est tout un programme. Généralement, c'est les dimanches, c'est un programme IKEA parce que généralement, c'est éloigné. C'est parmi ces stratégies. D'accord? Mais surtout, leur caractéristique, c'est l'aspect pratique et le coût. C'est parmi les moins chers. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est pas cher de meubler toute une maison avec les produits IKEA, très pratique, très abordable. D'accord? Comme la boutique, sur une autoroute, généralement, pour faire des économies de coûts. D'accord. Mais ça a un petit peu changé. Les publicités actuellement, ils essayent de s'orienter plus vers le design, etc. On va voir c'est quoi la problématique. Leur problématique, c'est quoi actuellement? Donc, on va lire quelques éléments du TD qui nous permettront de voir comment ils vont s'orienter. Quelqu'un a une idée sur la marque? يا مازلت راقدين سامحوني فيقتك bon ben. Et là, je peux pas écrire et lire le truc en même temps, donc toi vous allez me dire qu'est-ce qu'on va faire, d'accord? Alors alors, les enseignes IKEA ne sont pas situées au centre-ville. Voilà, c'est ce que je dis. Ils sont situés autour de grandes villes uniquement. Un client habitant dans une petite ville de province doit faire de longs trajets pour s'y rendre, ce qui augmente le coût global de l'achat. Ouais, mais bon. C'est une phrase pareille. Est-ce qu'on la considère comme une force, une faiblesse ou comme une opportunité ou comme une menace? Je vous écoute. Faiblesse, madame. Faiblesse.
Voilà, c'est une faiblesse. Pourquoi? Car le coût va augmenter. Oui, le coût va monter, ça c'est une conséquence. Mais le fait que les localisations des magasins soient éloignées, ça c'est une caractéristique de la boîte, de l'entreprise. C'est elle qui a fait ce choix-là. D'accord? Donc ça fait partie de son environnement interne ou de ses caractéristiques internes et c'est pas une force, c'est plutôt une mauvaise chose. D'accord? Madame, Oui, مش فورسيمون تكون انكونفينيون كي تبدا بعيده. خاطر مادام معناتها ابخي تو كي باش تحلي انت لوكال ماهيش يقعد اكسيسيبل للعباد الكل. دونك كي باش تحطو باغ اكزومبل في لي غراند فيل باش يولي الواحد معناها تولي تليفري انت حتى لديار العباد دوكو كي كتنجم تقوي السيرفيس نتاعك في الكوتي نتاع لي معناها هكا ولا هكا فما عباد ديما اللي كي سخون اوبليجي باش يكمانديو من الانترنت باغ اكزومبل. oui, Internet, donc c'est une. Vous avez raison. Les caractéristiques IKEA, ainsi la période. C'est une période où شو اسمه حقني حتيت فنعم هذه الوحدة a été élaborée. L'e-commerce ou développement des ventes en ligne, ça remonte pas à très longtemps. Ça existait depuis, je sais pas, le milieu des années 2000, mais ce n'est pas un réflexe comme aujourd'hui. D'accord? Donc, on va dire que le cas, il a été fait, par exemple, en 2002. Voilà, d'accord? Donc, le commerce électronique n'est pas très développé et les gens avaient encore le réflexe de se déplacer, de voir le produit avant de l'acheter, le toucher, etc. En Tunisie, en ce qui me concerne, j'ai pas encore le réflexe d'acheter sur Internet. Bon, certaines choses, oui, mais pas, là où il s'agit de choisir enfin, des vêtements ou choisir des meubles, etc., je préfère aller sur place, personnellement. Et c'est le cas de la majorité des Tunisiens, parce qu'on a quand même un petit gap, on a un retard par rapport à ce mode de consommation. مادام حتى معناتها حتى اذا ما تعجبكش في البرة باش تاخذ ان برودوي ايكيا باغ اكزومبل ما يعجبكش مش كان على ايكيا كهو تنجم ترجعه معناها الغادي عندك الحق. Oui, bien sûr, là, parce que le commerce électronique s'est développé. D'accord? C'est développé. Donc là, الايكيا معناتها كي تخلي لك انت باغ اكزومبل اللوكال نتاعها مش اكسيسيبل للعباد الكل هي تزيد تخدم على السيرفيس نتاع ليفريزون معناها مش حكايه. Donc, on doit le préciser en quelle année il a été élaboré. D'accord? Je vais mettre une hypothèse. D'accord? Pour pouvoir réfléchir. Pour pouvoir réfléchir sur les stratégies à mettre en. Supposons, alors je vais l'ajouter, vous avez parfaitement raison, on n'a plus la même façon de réfléchir du tout. Cas pratique, alors ces données, donc IKEA, cas pratique, analyse SWOT IKEA, je vais mettre carrément une date, 2002, d'accord? 2002, le commerce électronique, c'est de la science-fiction, ça n'existe même pas. 2002, c'est trop tôt. 2005. 2005, ça commence un petit peu en Europe. D'accord? Mais en Europe, ça commence un petit peu. Ça existe, il y a des sites web, il y a des... mais c'est pas encore... c'est pas encore une pratique courante, je veux dire. D'accord? Mais bon, intrinsèquement, tu as les mêmes, tu as les mêmes caractéristiques. Un service après-vente excellent, etc. Commerce électronique. Entre deux boîtes, l'une qui est située dans une rue commerçante ou dans une rue qui est très, très fréquentée et une autre qui est éloignée. D'accord? Quand même, celle qui se situe dans une rue très fréquentée, qu'on le veuille ou pas, c'est une force, n'est-ce pas?
Allez, parce qu'on a ce qu'on appelle, ça provoque l'achat impulsif. Ça, c'est le langage de marketing. Vous le verrez en 3e année marketing. L'achat impulsif, c'est lorsque tu vois quelque chose, tu n'avais pas l'intention du tout de l'acheter, mais ça te plaît. Donc, tu entres dans le magasin. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent des boutiques, des magasins Ikea. En fait, il n'y a pas que les meubles. Il y a plein de petits gadgets, même des marques de confiserie, des bonbons, des gadgets, des petits trucs de décoration. Enfin, on peut acheter facilement. Une fois que tu es dedans, tu es attiré par 1001 autres choses. Même si tu ne vas pas refaire ta chambre à coucher, voilà, tu n'as pas besoin d'un meuble, mais la présence, le fait que le magasin soit attirant, etc., ça provoque un acte d'achat, d'accord, un acte de consommation. Or, ceci est 1000 fois plus important quand c'est accessible. Vous êtes dans une rue, une vitrine dans une rue très fréquentée, voilà, ça t'attire en fait. Est-ce que tu es d'accord que toutes choses égales par ailleurs, maintenant tous les éléments par ailleurs les mêmes, si on a un local qui est bien situé, c'est un atout. Oui ou non? Oui, bien. D'accord. Donc là, a priori, surtout que si je précise maintenant que c'est en 2005, c'est-à-dire le commerce électronique n'est pas très développé, pas encore en tout cas, pas pour toutes les marques. Là, on se dit que c'est une faiblesse. Donc on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? Localisation des magasins. Éloigné. Localisation des magasins éloignés. Donc, c'est maintenant, c'est pénalisante. Donc, pénalisante. Pour certains clients. Moi, je ne suis pas. Tu vois la tranche d'âge des personnes. Bon, je ne parle pas en Europe, mais bon, mes parents, par exemple, ils n'ont pas du tout le réflexe de regarder sur Internet pour acheter, même si ils ont du mal à se déplacer. Donc, pénalisant pour certains clients. D'accord? Je vais n'arrêter. Ben, la suite. Alors, l'e-commerce permet de pallier au problème de non-proximité. Mais déjà, il commence à avoir donc, l'e-commerce, où est-ce qu'on va le mettre? Donc là, c'est une évolution, innovation au mode de consommation. Donc ça, c'est une opportunité, nouvelle opportunité. D'accord? Oh bah, je l'ai dit, c'est une opportunité qui a été offerte par l'environnement technologique. Donc l'environnement technologique a créé cette opportunité pour les entreprises, c'est de pouvoir vendre à travers l'Internet. D'accord? Donc, on va le mettre dans Hello. Opportunité. Opportunité de l'environnement et en particulier l'environnement technologique. D'accord? Donc, l'e-commerce, on va dire, peut compléter les insuffisances de la distribution. Distribution, c'est la vente, en fait. Les insuffisances de la distribution. Next. Alors, l'espace intérieur de ces magasins est très engageant. De nombreuses personnes y vont simplement voir ce qu'il y a de neuf, sans besoin particulier au départ.
D'accord? Donc, le fait que les magasins qui me recommandent, c'est plutôt kharja. Ikea, pour passer dimanche, tu peux manger, tu peux rester, c'est agréable. Généralement, c'est animé, il y a de la musique, etc. Donc, c'est éloigné de la ville, donc ça fait comme une sortie, en fait. Là, par contre, c'est quoi? C'est une force. C'est une force, bien sûr. C'est caractéristique positive de l'entreprise. Donc, on va mettre ici dans force. Point de vente attirant. Ben. Alors, de nombreux produits sont vendus à des prix imbattables. Quand je vous dis imbattable, c'est vraiment imbattable. Quand tu compares avec notre pouvoir d'achat très faible par rapport à celui des Occidentaux. Alors, donc, meubler toute une maison, ça te revient à 3 fois rien. Meubler toute la maison pour moins de... alors, on va dire, pas dire un chiffre comme ça, mais vraiment imbattable. Mais l'on y trouve aussi des produits chers et de très bonne qualité. Donc là, il y a une diversification. Au départ, Ikea, c'était juste des meubles pratiques pour des étudiants, pour des jeunes, etc. Après, il s'est diversifié. Il a développé sa gamme de produits. Là, j'utilise le langage marketing, 100%. Donc, diversifier les produits, élargir la gamme, d'accord? Donc, il existe très peu de business qui parviennent à se positionner aussi clairement sur ces deux segments de marché opposés. Là, c'est le langage marketing à 100%. Alors, le terme se positionner. Alors, deux segments de marché opposés. Alors, qu'est-ce qu'un... alors, un segment de marché, donc le marché est segmenté, c'est-à-dire il est réparti en des clients bien particuliers. Maintenant, il est réparti selon des critères. Alors, par exemple, je vends les meubles, c'est l'exemple. Deux segments de marché opposés. Le premier segment, c'est le segment de jeunes étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui veulent un truc pratique pour un appartement ne dépassant 30 mètres carrés. Ça, c'est le premier segment. C'est la première partie des clients qu'on regroupe selon des critères et qu'on doit servir avec un positionnement particulier. Positionnement, c'est quoi? C'est le choix de le choix de tes caractéristiques, ce qu'on appelle les 4 P, c'est-à-dire le prix, le produit, le promotion pour dire la communication et le 4e P, c'est le place, la distribution, le circuit de distribution. Quand tu te positionnes sur un segment, tu dois choisir ces 4 éléments. D'accord? Le produit, comment il est? Donc, pour le premier segment, simplifié, très pratique, etc. Alors, le prix, il doit être abordable pour ce segment. Alors, le place, la distribution, donc comment tu atteins ta cible, ton segment cible. Donc, il faut chercher ce mode de vie de ces étudiants, etc. Voilà, comment ils achètent. Et promotion, comment tu communiques avec eux? Pour moi, c'est la communication. Alors, il faut faire, par exemple, une publicité qui est adressée à des jeunes. Tu ne vas pas mettre qui est avec ambiance fin du monde, etc. Il faut vraiment que la promotion, la publicité soit en accord avec les 3 autres choix pris avec ton segment. D'accord? Donc, servir un segment jeune et un segment de personnes qui cherchent la qualité et qui peuvent être chères, peuvent payer plus cher, c'est pas grave, etc. Donc là, réussir 2 positionnements opposés, c'est très difficile. Allez, en tant que consommateur, acheteur. Alors, quand on étudie le comportement du consommateur, donc, une fois qu'on a segmenté, etc., on va se mettre à la place de ce consommateur. D'accord? Comment tu réfléchis? Par exemple, je vous donne un exemple. Alors, on est sur le segment. Alors, le produit, c'est
le maquillage, voilà, les produits de beauté. Désolé les garçons, même s'il y a... On a une majorité de filles, en fait. Mais bon, il y a des garçons. Les produits de beauté. Alors, on a un segment de personnes qui cherchent, en fait, produits de très bonne qualité, bio, machin, pharmaceutique, etc. Alors, si tu es une marque qui offre ces caractéristiques-là, et tu vas la mettre dans un supermarché, في Carrefour ولا حاجة ولا. Donc, général, ça c'est un peu développé. Mais si tu cherches un produit pharmaceutique ou avec des tu vas pas aller chercher à Carrefour, tu vas chercher les magasins spécialisés, des parapharmacies ou des pharmacies. D'accord? Donc, à Carrefour, tu vas trouver des choses qui sont pratiques, que tout le monde achète, mais ta consommation de masse. Mais, bon, c'est un mauvais exemple. Fais-toi l'exemple. Enfin, pas mauvais, mais c'est pas le. مثلا, donnez-moi une marque bon marché. T'as أي حاجة. Oui, vas-y. أي حاجة, هذا حاجة qui est généralement qualité mais qui n'est pas très bonne. مادام معناها حاجة وفقت في زوز معناها حاجة وفقت في الزوز معناتها أنت باش تختار أي ماك مثلا العكس معناها حد ما يغزر لها على أساس إنها حاجة هيك Voilà. بيو والكل Exactement. معناتها هي دونك البوزيشنمون نتاعها الكا نتاعها. كونتخيغ الكا كونتخيغ هي ماك مش كيما هي معناها الماك اش بها؟ الكا كونتخيغ مش معناها ليكزومبل نتاع هذا معناها مش كيما اي إيكيا مثلا فوالا كيما قلت انت معناتها on va acheter حاجه ساقيدي معناتها la marque elle est associée un truc pas cher etc. Si tu cherches vraiment le luxe tu vas pas chercher dans cette marque là parce que c'est deux positionnements différents même si elle fait un effort d'amélioration. Alors réussir les deux c'est un atout pour cette marque-là. Donc, avoir deux positionnements opposés, bon marché, qualité, enfin, qualité, sans design ni rien du tout, et des produits de très haut de gamme, chers, etc. Je me fais comprendre? Voilà, c'est chinois. Mais c'est une initiation au marketing. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc là, on peut dire que point de vente attirant. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une force d'avoir une gamme de produits variés. Alors, plutôt ciblant différents segments. Vous êtes un marketing, mais bon. C'est pas grave, c'est pas sorcier, c'est facile. D'ailleurs, qui t'a remarqué, comme كل شيء تعرفوه, en fait, c'est intuitif. Enfin, moi, je كل شيء, mais l'esprit, quoi. D'accord. Alors, certains marchés géographiques connaissent des difficultés. Par exemple, de nouveaux magasins ont été ouverts au Royaume-Uni. Madame, Oui. فوتنا واحدة ثم vrai C'est bien, heureusement, enfin, moi, je connais pas. Alors, vraie écoute des besoins du client. De nombreuses études de marché nous montrent qu'IKEA est dans le top 10 des entreprises rencontrant la meilleure satisfaction client. Donc, c'est une bonne image sur le marché. Donc, bonne image, c'est-à-dire elle jouit d'une bonne image et d'un degré de satisfaction important. Donc, c'est-à-dire opportunité ou force ou... Force. Force, bien sûr. Et c'est par rapport aux caractéristiques internes. Donc, bonne image sur le marché. Excellent. Ensuite, donc après, donc certains,
vraie écoute, etc. Tout ça, c'est les forces de la. Certains marchés géographiques connaissent des difficultés. Par exemple, de nouveaux magasins ont été ouverts au Royaume-Uni. Mais la croissance du nombre d'enseignes sur un territoire donné fait décroître la fréquentation individuelle des magasins. Alors, le nombre de clients global n'a pas augmenté, mais les visiteurs se déplacent moins, alors qu'auparavant, ils réalisent de longs déplacements sans aucun problème. La densité de vente réalisée par magasin a diminué. D'accord? Donc, ils ont augmenté le nombre de magasins. Alors, le nombre de clients n'a pas augmenté, ce qui fait que la densité des ventes a baissé. Maintenant, les ventes par magasin ont baissé. Ok? C'est la faute à qui? C'est la faute à l'environnement ou c'est la faute à l'entreprise? Entreprise. De l'entreprise. Donc, c'est une weakness. weakness, faiblesse. Ok. Donc, ici, on va mettre vente par magasin en baisse. Ok. Ensuite, des pays en plein développement, comme la Chine, offrent des opportunités pour la fabrication de meubles à bas coût. D'accord? Les prix de vente peuvent ainsi rester bas. Donc, vous savez que la Chine, en fait, bien pour le 2005, la Chine, quand est-ce qu'elle s'est ouverte au reste du monde? Quand est-ce qu'elle a... quand est-ce qu'elle est devenue... elle a ouvert son économie au reste du monde? Ça remonte pas plus loin à 2001. La Chine était complètement fermée. Donc, 2001, la Chine a signé l'accord au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Donc, à partir de 2001, le géant, en fait, ce monstre devient un membre à part entière dans le commerce mondial. Alors, dans cette période-là, en 2001, en fait, la Chine a accueilli des investisseurs étrangers. C'était fermé. Donc, les investisseurs étrangers, ils peuvent s'installer en Chine pour produire ou pour vendre. Donc, il y a des filiales de production ou des filiales des filiales commerciales de grandes enseignes internationales. Ce n'était pas le cas. Donc, les années 2000 valaient une possibilité. Et là, c'est moins une possibilité, c'est une grande opportunité. Alors, pourquoi? Parce que, alors, tu fabriques en Chine, ça coûte beaucoup moins cher. Mais si, en plus, la Chine participe dans le commerce mondial, donc tu peux exporter et importer, alors, tu peux, servir le marché chinois, 1,4 milliard, à l'époque, c'était un peu moins, 1,2 milliard de. Et en plus de ça, tu peux exporter vers l'Europe et vers les autres pays. D'accord? Maintenant, que du bénéfice. Tu t'installes en Chine, tu produis à bas marché, tu as un marché énorme, tu produis à bas coût, et en plus, tu sers un marché énorme, et en plus de ça, tu peux réexporter vers ton pays d'origine. D'accord? Donc, alors, des pays en plein développement, hein, on les appelle comment actuellement? C'était des pays en plein développement, mais actuellement, c'est des pays émergents, carrément. Émergents, maintenant, ils ont des taux de croissance énormes et ils ont un taux de rattrapage économique très rapide. Donc, actuellement, la Chine fait peur à tout le monde. Et d'ailleurs, le fait que les États-Unis ont déclaré la guerre commerciale
aux Chinois et aux autres, parce que les Chinois sont en train de prendre beaucoup de place et ils deviennent indispensables pour tous les consommateurs et les entreprises du monde. D'accord? Donc, le prix de vente peut ainsi rester bas. Donc, où est-ce qu'on va le mettre? Donc, des pays en plein offrent des opportunités. Donc, déjà, pardon? المناس علاش menace? خاطرها من الانفيرونمون معناها مش أي مش حاجة داخلية. هي في l'environnement, c'est sûr. Donc, هذايا في l'environnement externe. Mais علاش aux menaces? بالعكس هو قال لك la Chine, c'est un pays qui offre des opportunités pour la fabrication de meubles à bas coût. معناتها Ikea, elle peut, elle fabrique, elle s'installe en Chine, elle délocalise vers la Chine, elle peut produire un bas coût. هو n'a pas parlé de la concurrence. فهمتك انت علاش قلت مناس خاطر على الكونكورونس. اي نسخة معناها. Oui, la concurrence il y a beaucoup de concurrence, certes, mais l'aspect, la Chine a ouvert ses frontières, a ouvert son marché, a ouvert son territoire pour accueillir des investisseurs étrangers. Comme ça. Donc, Ikea, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut aller produire en Chine. Donc, installer une usine de fabrication en Chine, ça lui coûte beaucoup moins cher. Donc, c'est une opportunité dans ce sens. Vous êtes d'accord, tout le monde? مدام Oui. دمي علاش حكيتوا على الكونكورونس حاجة اللي تمشي في المناس. Je vois pas que le concurrence بحق تمشي في المناس. اي قالت لا مادام لازم فما كونكورونس باش تقوي في السيرفيس نتاعك باش تقوي في الكاليتي دي برودوي كل شيء معناها جو فوا با كو هي مناس بالحق. اي اما تحسها في التابلو هذا السواد ما عندهاش بلاصه برشا ما نعتبرهاش opportunity يعني for me. هي ايش نقول d'une manière générale la concurrence c'est une menace qu'on le veuille ou pas. Pourquoi? Parce que tu peux faire un effort et améliorer ton rapport qualité-prix, etc. Mais aussi, tu peux ne pas y réussir. Tu peux te casser la gueule, quoi. Quand on a ouvert notre marché à la concurrence européenne dans beaucoup de secteurs, maintenant prêt-à-porter, etc., et ben, beaucoup d'entreprises ont fermé. Ont fermé parce qu'ils n'ont pas su confronter la concurrence. Tu t'améliores, voilà, tu te casses. Donc, ما عندكش نيفو مادام باش توصل. Alors que tu compares deux situations. Situation de monopole, voilà, oligopole. Oligopole, tu as quelques acteurs sur le marché, quelques concurrents, d'accord? Ou elle a un seul, voilà, tu es seul sur le marché. Même si tu n'as pas le niveau, tu peux vendre. D'accord? Actuellement, quand on voit des produits agricoles, des produits avant, en Tunisie, on a ouvert notre marché, on a libéralisé notre marché dans l'industrie avec l'Europe. On a l'accord 95 de libre-échange avec l'Europe. Donc, avant 95, tout était fermé. Une marque étrangère ne peut pas vendre sa marchandise en Tunisie sans payer des droits de douane qui sont très très chers. Vraiment, c'est excessivement cher. Je connais des vêtements mango, ça coûte les yeux de la tête. C'est inabordable parce que les taxes douanières sont très élevées. Une fois, on a ouvert le marché. Donc, avec un prix normal, c'est leur prix en Europe. Tu convertis, tu trouves le même prix en Tunisie. Donc, d'accord, qui sont de mauvaise qualité, on n'a fait pas le choix. Sauf ceux qui peuvent se permettre d'acheter des trucs importés hyper chers, etc. Alors,
Donc, les marques qui sont médiocres, تلقاها qualité حموم ولا تلقاها le design خايب, etc. Ils peuvent vendre, peuvent rester. Ils sont tranquilles. C'est une opportunité pour eux d'être en monopole. Et dès que je fais mal. Alors, juste concurrence. Certains se sont améliorés. Voilà, on parle de très bonnes, enfin très bonnes, faut pas exagérer non plus. Donc, de très bonnes marques tunisiennes qui font la concurrence à des marques européennes ou pas. Et d'autres qui ont carrément fermé boutique. Ils n'ont pas pu supporter la concurrence. فهمت سنة شكون qui a évoqué oui Hmm Ahmed Ahmed voilà فهمت معناتها la concurrence هي le but final نتاعها la concurrence mène vers un optimum vers la meilleure situation possible etc. Ça c'est théorique mais dans la vraie vie tu offres un produit يجي واحد أقوى منك باش ترسيلك tu dépenses dans l'innovation tu ترسيلك tu comprimes tes coûts ترسيلك tu réduis ta marge bénéficiaire pour pouvoir rester et vendre avec ce concurrent qui est redoutable. نورا شنو رايك concurrence حاجة باهية ولا لا ولا لاقطة نورا قلع vous avez une belle photo حاجة باهية حاجة باهية خاطر mais تخليها تحسن في الكاليتي. d'accord mais est-ce que tu es d'accord que alors c'est une opportunité uniquement si on arrive à la surmonter mais, سي mais si on est seul sur le marché c'est toujours mieux c'est mieux خاطر تحب تحسن تحب ما تحبش تحسن تعمل des marges énormes des marges de bénéfices صحيح. pour le consommateur c'est sûr c'est une opportunité ça c'est clair et net mais pour l'entreprise c'est pas sûr اي صحيح مدام. فهمت أحمد معناتها l'opportunité c'est pour le consommateur aussi d'accord mais pas pour l'entreprise et les رأيك نتوما vous défendez votre avis si vous arrivez à le faire. Alors, donc, donc possibilité de sous-traitance en Chine pour réduire les coûts de production. Alors, d'un autre côté, ces nouveaux marchés, donc en Chine, voilà les marchés émergents d'une manière générale. Voilà, alors, de sous-traitance en Chine ou sur d'autres
Désolée, ça a été coupé brusquement. Je ne sais pas ce qui... D'habitude, il me laisse 2 minutes pour mettre le chargeur. C'est bon, vous m'écoutez? Oui, madame. Do you hear me? Ok. Ben, sur d'autres marchés émergents. Madame, famille, je partage. Mais je partage, d'accord. Ok, sans préavis, je paf batterie faible, il a fermé boutique. C'est bon maintenant? Oui, Hey, madame. c'est bon. Ok. Ben. Alors, d'un autre côté, des nouveaux marchés regorgent d'opportunités d'expansion. IKEA en Chine, c'est 1,5 milliard de clients potentiels qui peuvent vivre à l'européenne. Donc là, l'opportunité, c'est que les Chinois et dans les pays émergents, ils ne vivent, ils ont, donc avec la croissance chinoise, maintenant, ils ont un mode de vie qui ressemble aux Européens. Maintenant, tu vois les grandes villes, tu vois à Pékin, dans les grandes villes, j'ai fait un virus corona. Comment ça Wuhan. s'appelle? Wuhan. Moi, je pensais que c'était une petite province. Eh ben, j'ai vu un documentaire, c'est vraiment une ville très moderne, avec des gratte-ciel et tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est le mode de vie à l'occidental. J'ai vu les jeunes qui sont en boîte de nuit, qui sortent la nuit, etc. Donc, on a un petit village à côté. Donc, c'est une opportunité, n'est-ce pas? Un milliard et demi de personnes qui vivent la même manière que vous. Comme ça peut être une opportunité ou est-ce que c'est dur de concurrencer les Chinois? Alors, ça reste une opportunité. L'ouverture, d'abord, l'ouverture des marchés des pays émergents, notamment la Chine, vers les entreprises occidentales. Et d'un autre côté, le changement de leur mode de vie. Leur mode de vie voilà, qui ressemble aux Occidentaux, où ils veulent acheter des marques occidentales, même s'ils ont tout, même s'ils produisent à bon marché. Il y aura donc quand même un objectif pour eux de ressembler aux Occidentaux. D'accord? Donc, c'est une opportunité de l'environnement international. D'accord? Le premier, l'e-commerce, c'est une opportunité de l'environnement technologique. Alors, possibilité de sous-traitance en Chine ou sur d'autres marchés. Ça, c'est l'environnement international juridique, voilà, qui traite de quoi? Qui traite de la réglementation par rapport à la politique plutôt. La politique d'ouverture de la Chine, ouverture commerciale, c'est à présenter cette opportunité-là. Et la troisième opportunité, c'est la possibilité de vendre voilà, d'exploiter le marché chinois. Ah, on termine à 10h ou à l'heure On a des heures, madame. À 10h, d'accord, mais on n'a pas déterminé les stratégies. Mais je suis mort, il a alors, une autre entreprise comme IKEA devra toujours combattre contre les anciennes à l'offre beaucoup plus large. Certaines vendent des meubles, des mobiles, des TV, etc. IKEA devra un jour se diversifier encore plus dans son offre produit. C'est-à-dire, là, on va parler de la concurrence. Donc, il y a beaucoup de marques concurrentes qui sont diversifiées. Maintenant, tu achètes meubles de télé. Puis Ikea, Ikea, tu as un meuble de télé. Dans d'autres magasins, tu as le meuble de télé et la télé elle-même. Et un tapis en plus. Donc là, c'est une offre qui est diversifiée, diversification
en aval, c'est-à-dire qui inclut des produits de différentes catégories. D'accord? Donc là, comment on peut la considérer? C'est plutôt une menace, n'est-ce pas? Une menace de l'environnement. Donc une concurrence rude. C'est une concurrence rude par l'offre, donc une offre très diversifiée qui se présente. Donc, offre concurrente très diversifiée. Si IKEA va savoir profiter de cette situation et saisir, toi, il a une opportunité. Sinon, elle va se faire concurrencer. D'accord? Donc, concurrence. IKEA est présent sur le marché du meuble qui est relativement mature. D'accord? Je m'attends à un marché mature. Des marketing, le cycle de vie d'un produit. Technologie. Alors, c'est-à-dire que il a atteint une certaine stabilité. Donc, dans le marché des meubles, il y a quelques enseignes qui sont connues, d'accord, et qui ont leurs clients, où généralement c'est difficile de changer les habitudes. Ces habitudes d'achat lourd, c'est pas un achat impulsif, c'est un achat. Alors, les meubles, c'est un achat réfléchi, d'accord, qu'on va décider, etc., avec beaucoup de raisons. Alors, donc c'est relativement. Il est sur tous les marchés nationaux suffisamment porteur. Il connaît certaines difficultés pour entrer des marchés émergents comme l'Inde ou la Chine. Il doit par exemple prendre des partenaires locaux sur certains marchés pour les occuper. Ces partenaires pourraient prendre plus de 50% de ses parts, ce qui serait inacceptable pour IKEA. D'accord? Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, bon, on veut conquérir les marchés émergents. Mais ces marchés sont matures, c'est-à-dire qu'il est difficile de trouver sa place, d'accord? Il est difficile de trouver sa place dans un marché que tu ne connais pas et qui a ses enseignes, etc. Alors, comment pouvoir entrer dans ces marchés émergents comme la Chine ou l'Inde, etc., c'est de s'associer à des marques déjà installées. Nous avons des contrats de partenariat, d'accord, qui m'a Sony Ericsson. C'est une alliance stratégique, alliance stratégique, un seul produit, voilà qui m'a des listes d'un. D'accord, c'est une alliance stratégique. J'ai Danone, je Aqua, vendeur, Aqua, marque, les produits laitiers. C'est délice. Mais je ne connais pas trop le client tunisien, ses goûts, etc. Même la communication, ils ne connaissent pas trop. Donc, c'était intelligent de s'associer avec une marque sur la place, déjà installée et qui représente pratiquement 30% du marché avant qu'elle arrive, avant que Danone arrive. D'accord? C'est vrai qu'elle n'aura pas les mêmes bénéfices, mais quand même, c'est une opportunité pour elle. Alors, une marque française de yaourt, si tu sais. Yoplait, voilà. Yoplait, à un certain moment, j'ai ça y est, les autres marques, elles vont disparaître. Eh bien, c'était l'inverse. Donc, Yoplait n'a pas su imposer sa place dans ce marché-là. Pourquoi? Parce que par manque de connaissances des habitudes de consommation, par une communication qu'il ne maîtrise pas, etc. Donc, il a disparu. Il n'y a plus de Yoplait actuellement en Tunisie. Par contre, Danone était plus intelligent. Il s'est associé avec une marque qui est déjà en place. D'accord? Donc là, c'est plutôt le fait de ne pas pouvoir
entrer dans ces marchés d'une manière autonome, c'est une difficulté en fait. Donc, c'est une menace pour l'entreprise. Donc, difficulté d'entrer sur les marchés émergents. Allez, parce que le marché est mature. Marché mature. D'accord. شكون عنده مقول فيها هذه؟ باهي. مروة عندك ما تقوله؟ Nora, pardon, مش مروة. Alors, aujourd'hui, IKEA met la durabilité de ses meubles en avant au travers de différentes communications. En 2011, IKEA recyclait plus de... donc, 2011. En 2011, IKEA recyclait plus de 85% de ses emballages. La chaîne effectue, par exemple, un contrôle très strict de ses fournisseurs. C'est une force, en fait, force de la marque. D'accord? Donc, le fait qu'elle recycle ses produits, qu'elle a des produits durables, etc., qu'elle recycle ses emballages, là, c'est une force de IKEA pour s'aligner. Et je n'ai à 2005, ça ne peut pas être 2005. Mais disons qu'avant l'avènement massif de l'e-commerce, d'accord? En tout cas, ce n'est pas en 2020. D'accord? Minimum, c'est 2011. C'est un cas que j'ai pris manuel, en fait, mais je ne sais pas de quelle année. Alors, donc, alors qu'est-ce qu'on peut dire alors comme stratégie? Qu'est-ce qu'on va faire? Les choix stratégiques possibles. Madame, تعودنا البوان الأخراني. البوان الأخراني voilà عرفت كيفاش تقول. حبيت Alors, mais la durabilité de ces meubles en avant, c'est une stratégie de communication. Ces meubles sont très durables. Ben, donc, elle a fait le choix, donc c'est une force. Pour eux, c'est une force. Bonne image. Produit durable. Elle a utilisé cette force-là pour communiquer, pour mettre en avant cette caractéristique, d'accord? Et en plus de ça, produit durable et en plus, emballage recyclable. Emballage recyclable. Elle peut jouer sur cette force-là pour communiquer ses qualités. Emballage recyclable. Alors, comment elle effectue un contrôle très strict de ses fournisseurs. C'est là, donc, plus rigueur dans le choix des... dans le choix des fournisseurs. Ça, c'est une force. Elle peut la mettre en avant. Très, très bien. Mais comment on peut définir les stratégies? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Choix stratégique possible. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de le faire oralement. Je vais les réécrire après. Je vais vous envoyer le document à la fin. D'accord? Ama, aidez-moi. Quand j'ai plus le temps, je perds mes moyens en fait. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme 4 stratégies? Nous voyons les menaces et les opportunités. Alors, l'opportunité, d'une part, on a des magasins qui sont en baisse de vente, d'accord? Et d'un autre côté, on a l'e-commerce qui est c'est une opportunité pour ça. Donc déjà, elle peut faire 2 choix. Le premier choix, c'est de réduire
tout d'abord réduire le nombre de ces magasins, tout simplement. Alors, de ces magasins les moins rentables. Alors, on peut les remplacer par réduire, fermer tout simplement, fermer quelques magasins qui sont peu rentables. Alors, par contre, elle doit développer des plateformes, développer la plateforme d'e-commerce. Donc, elle doit jouer sur l'e-commerce et développer cet aspect-là. Pourquoi? C'est pour pallier au problème que c'est pour pallier à cette faiblesse-là, la localisation des magasins qui est éloignée, d'accord? Et c'est pénalisant pour certains clients. Donc, on doit jouer sur ça, on doit développer cette plateforme et pour pallier au problème de couverture, d'accord? La plateforme afin, d'accord? Alors, je vais l'écrire après. Afin de donc, qu'est-ce qu'on allait dire? Afin de pallier au problème de couverture du réseau. D'accord? Alors, autre stratégie. Je donc, on a une menace. Oui. Donc, d'une part, on a une difficulté d'entrer sur les marchés émergents et d'autre part, c'est une opportunité de sous-traiter en Chine. C'est difficile d'entrer, mais une fois que tu entres, alors, donc l'idée c'est de faire des partenariats, d'accord, avec des marques chinoises en place, d'accord, et de faire des contrats gagnant-gagnant. Donc, je vous offre le nom, je vous offre je vous offre donc de s'associer à une marque qui est très ancienne, suédoise, etc. Mais en contrepartie, vous me laissez une part de marché. Donc, c'est des contrats gagnant-gagnant pour pouvoir profiter de ce marché-là. D'accord? Donc, négocier des contrats de partenariat. En Chine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? 1, 2, 3. Alors, le concurrent. Donc, on a une menace, c'est que l'offre concurrente est très diversifiée. Donc, l'idée, c'est d'élargir sa gamme de produits. D'accord? Élargir sa gamme de produits. Il ne faut plus se concentrer sur les meubles à cacao, mais il faut diversifier, aller vers les télés, offrir un pack global. D'accord? Alors, on va revenir sur les stratégies. Quand on n'a plus le temps, on doit partir. Mais on y reviendra. Alors, je vous envoie la partie, je vais encore développer. Alors, pour le DS, je pense que on va se contenter du chapitre 1. Chapitre 1 et ce qu'on a fait en cours hier. Tu as les 4 étapes. On ne va pas faire un cas de SWOT. On va laisser ça pour l'examen. D'accord? مادام أنا هذا اللي عملناه تويكا هكايا ليه SWOT شنو رايكم تحبوا ندخلوه j'ai pas de problème. انا قلت peut-être qu'on aura plus de temps pour discuter. أي على كيفك جوست نسأل فيك. on vote. ندخلوا نوصلوا حتى لمين وصلنا هنا اليوم. اوكي انتم حضروا حتى لهنا de toute façon c'est pas difficile.
Donc, ce sera fin وصلنا في القراية. D'accord? Et je vous envoie le truc corrigé. مادام معناها الماتريس هيك داخلة. Oui? D'accord. Ok. Allez, bon courage. Merci. Bonne journée. Salut. À vous aussi. Bye bye. سلام.